2, chaussures de course à pied, définition et état des connaissances. L'être humain est pieds nus depuis toujours. Son pied a à peu près pas évolué depuis 2 millions d'années. Les chaussures, il a commencé à porter des chaussures il y a 10, 20, peut-être 30 000 ans, des chaussures ultra minimalistes. Encore dans les années 1960, les chaussures de course à pied étaient super minimalistes. Qu'est-il arrivé dans les 20-30 dernières années pour faire de la chaussure un monstre technologique? Avec des talons surélevés, des semelles absorbantes, des stabilisateurs calcanéens, des technologies de contrôle de la pronation, des supports d'arche, des empeignes stabilisatrices et des semelles spécifiquement rigidifiées pour dicter au pied où il doit bouger. En fait, tout ça sans aucune évidence scientifique. Alors, on va passer à travers 2-3 diapositives sur l'état des évidences qu'on pourra débattre par la suite. Les chaussures changent la biomécanique naturelle et font la promotion de l'attaque talon. Les chaussures changent la biomécanique naturelle aussi et amènent une perte de l'alignement du genou, une revue systématique de Radzimski. Ils ralentissent la cadence. Ils ont tendance, de façon générale, plus la chaussure est grosse, à augmenter le stress sur le genou, la hanche et le dos et le jambier antérieur, mais à le diminuer sur le mollet, le tendon d'Achille et le pied. En fait, on le diminue tellement que sur du long terme, on a tendance à causer des fragilités au niveau de ces tissus. Quand je dis fragilité, le meilleur indice de cette fragilité, c'est qu'il y a quelqu'un qui migre trop rapidement vers le minimalisme ou le pied nu, par perte de tolérance tissulaire, va se blesser s'il le fait trop vite. En fait, si on augmente le stress trop rapide en étant plus minimaliste ou plus pieds nus, on peut prédire où l'individu va se blesser. Mollet, tendon d'Achille et partout au niveau du pied. Les structures qui prennent ce stress que le corps n'était plus adapté en portant des chaussures traditionnelles maximalistes. D'autres points scientifiques. Les technologies antipronateurs intégrées dans la chaussure ne contrôlent pas la pronation et la biomécanique du cadran inférieur. Les technologies antipronateurs intégrées dans la chaussure ne diminuent pas l'incidence des blessures. L'absorption intégrée dans la chaussure ne diminue pas l'incidence des blessures. L'absorption et les antipronateurs n'augmentent pas le confort perçu. La chaussure à prix plus élevé ne sont pas plus confortables. Les chaussures à prix plus élevé ne diminuent pas l'incidence des blessures. Alors, ma question pour vous, pourquoi pas pieds nus? Parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des surfaces dangereuses. La raison principale pourquoi personne n'est pieds nus aujourd'hui, c'est les regards condescendants. C'est l'aspect social en arrière du pied nu. Alors, mon autre question, pourquoi pas juste minimaliste? Et je vous amène ma définition du minimalisme. En fin de compte, c'est une chaussure qui va d'abord avoir un confort maximal, c'est-à-dire qui va respecter la forme du pied. On appelle ça des lastes anatomiques, c'est-à-dire que la forme de la chaussure respecte la forme du pied, surtout au niveau de l'avant-pied. On va parler d'une chaussure qui va avoir moins d'amorti, moins de pente, de drop, de différentiel entre l'arrière et l'avant-pied, plus de souplesse, moins de technologies de toutes sortes pour dicter au pied où il doit bouger ou ne pas bouger, et des chaussures le plus léger possible. En fait, vous comprendrez que quand je vous dis moins et moins, ça ne nous donne pas, encore une fois, des chiffres précis. Et comme je sais que les scientifiques de l'autre bord veulent avoir des chiffres, on a élaboré la cote TRC. En fait, on s'est penché de la question parce que je vous ai apporté un poster qu'on a présenté au Congrès canadien de médecine du sport sur chaussures minimalistes versus maximalistes. Et un des problèmes qu'on avait, c'est que comment on pouvait définir ce qu'était le minimalisme ou le maximalisme de façon plus objective. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a fait des formules un peu complexes, bon, j'avoue, mais l'indice minimaliste, c'est un mélange finalement d'épaisseur, de dénivelé, de flexibilité et de poids. Parce que dans le monde du marketing de la chaussure, on focus beaucoup dernièrement sur le fameux drop. Ma chaussure a 4 mm de drop, ma chaussure a 12 ou elle a 0. En fait, c'est un petit facteur, un facteur quand même important, mais à travers les autres. Et le stack pour moi, c'est-à-dire l'épaisseur, est probablement encore plus important. Mais bref, on a réussi, on a tenté du moins, de quantifier ce qu'était le minimalisme en considérant que 100% minimaliste, c'était du pied nu, et qu'à l'autre bout du spectre, on avait des chaussures plus grosses. Et vous pouvez remarquer que c'est un continuum.
Donc, je vais vous dire, par exemple, que pour moi, le minimalisme, c'est une cote TRC de 70 % et plus. Là, on est dans des chaussures assez minimalistes. Quand on est dans des chaussures à 50 %, on est dans des chaussures maximalistes. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que mes collègues sont d'accord avec ça ou pas? Alors là, voilà, d'abord. Voilà, excusez, je voulais laisser la parole à les fauves. Ça va prendre une grande demi-heure. Un tout petit peu d'histoire. Aux Jeux Olympiques à Rome en 1960, Abebe Bikila gagne le marathon, 2h15, pieds nus. Je pense que tout le monde a vu les images. Mon patron, qui était dans les tribunes, s'est dit qu'en ayant monté en 1949 une fabrique de chaussures, si tout le monde courait à pieds nus, il aurait bien de la peine à continuer son business. Il est donc allé trouver Bikila pour lui demander s'il ne voulait pas courir avec des chaussures. Bien sûr que Bikila, qui est champion olympique, refuse. Donc ce que je raconte là, c'est l'histoire, c'est la vérité. Et sous l'insistance de Kiichiro Onitsuka, il accepte d'avoir une paire de chaussures. Il demande une seule chose, la chaussure la plus légère du monde et la plus proche de la course à pieds nus. Ça, c'est le moteur qui nous anime encore aujourd'hui dans le développement des chaussures. Je reprendrai par rapport à la remarque de monsieur. Moi, j'ai une question par rapport à pourquoi pieds nus. J'aimerais savoir qu'est-ce que je vais répondre aux enfants et petits-enfants de Bikila. On a des amis en Éthiopie et tous les mois, on leur envoie des cartons pleins avec 200, 300 chaussures. Je suis un peu gêné parce que ce sont des très vieilles chaussures, plus de 2-3 ans, qui ont des trous, etc. Et le gars me demande à chaque fois est-ce qu'il y a assez d'amorti. Comment je vais lui expliquer que le trader à New York, il paye pour courir à pieds nus? Ou qui voudrait payer en tous les cas pour la clinique du coureur, ou qui voudrait des five fingers. Donc je vais lui dire, écoute, tu as des gars qui veulent courir à pieds nus et moi, tu veux de l'amorti. Qu'est-ce que je lui réponds? Ouais. Alors, lui, il court à pieds nus parce qu'il n'a pas d'argent, pas parce qu'il connaît la biomécanique. Hein. Il court à pieds nus parce qu'il n'a pas d'argent. Effectivement. Et le jour où il reçoit une belle grosse chaussure, il est extrêmement fier et content. Et ça fait en sorte qu'il y a encore une fois un aspect social autour de la chaussure. La majorité des Kenyans présentement s'entraînent avec des chaussures énormes. Pourquoi? Il y a un gros point d'interrogation autour de ça. Mais la question est très intéressante. On envoie nos vieilles chaussures qui ont 3 ans, qui sont déformées, à des personnes qui sont habituées à être pieds nus. Alors, il y a un avantage à ça, c'est qu'on va prévenir certaines infections, il y a un avantage quand même à avoir certaines chaussures dans des pays parfois sous-développés, mais je pense que d'envoyer nos grosses chaussures, ASICS ou autres, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut qu'on envoie nos chaussures minimalistes. Les facteurs de confort sont très individuels, sont très personnels. Il y en a qui préfèrent des chaussures plus fermes, plus molles, de toutes sortes. Et le problème, c'est que c'est la culture. On a créé cette idée qu'il fallait avoir de l'amorti, de l'absorption et surtout plein de couleurs, plein de trucs, plein de technologies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si tu essayes de nous dire que finalement, il y a des aspects marketing dans l'industrie de la chaussure, ben, on est tous d'accord. C'est une industrie, il faut vendre, donc il y a des aspects marketing. Donc là-dessus, ça n'apporte pas grand-chose. Mais ce que je remarque, c'est que la présentation du minimalisme, elle évolue au cours du temps. Là, maintenant, on est sur un continuum. Donc avant, on nous disait il faut être minimaliste. Maintenant, on dit il faut être minimaliste, mais à 70%. Il faut être minimaliste à 60%. Donc on se rend bien compte que finalement, en termes de message, le tout minimaliste, il pose des problèmes qui revient au débat initial de la capacité d'adaptation. Oui. Ensuite, si tu veux qu'on prenne position sur chacun des éléments, je crois qu'il y a un élément à prendre en compte aussi, par exemple, par rapport à la pronation. La pronation, si on considère que la pronation, par définition, c'est quelque chose qui va entraîner des blessures, on se trompe, tu le sais très bien. Exact. On n'est même pas d'accord sur la définition de l'hyperpronation. Et le fait qu'il y ait un affaissement de l'arche médiale, on peut le quantifier, ça on le connaît, cet affaissement de l'arche médiale, cette fatigue des muscles intrinsèques du pied, elle va être différente selon le type de fatigue. Selon le type, si on amène un athlète à l'épuisement à 95% de sa vitesse maximale aérobie, il n'aura pas la même répartition des forces et des pressions plantaires que sur une course de 5 km, que sur un ultra-trail. Et donc tout ça m'amène à dire qu'on ne peut pas simplifier à l'extrême en disant il faut tendre vers une chaussure qui est, là je suis assez d'accord, avec moins de drop, une semelle plus... Mais il y a une étape encore qui n'est pas franchie, d'encore mieux adapter la chaussure, et pas pour des raisons strictement marketing, aux caractéristiques du coureur et de l'épreuve en tant que telle. Mais je suis obligé, encore une fois, d'être d'accord que le pied change dans une dynamique de course. Mon point essentiel, c'est que pour ne pas changer au milieu du marathon, sa chaussure, parce qu'on fait un peu plus de pronation à la fin,
mon idée est de dire que peut-on faire pour repousser ces états de fatigue qui vont amener à un degré de pronation plus important si on considère que ça pourrait être problématique. Alors, mon point, c'est de dire, entraînez-vous progressivement, de plus en plus, et en plus avec des chaussures qui n'interfèrent pas trop avec votre biomécanique. Parce que Nig, que tu cites, il avait une théorie qu'on appelle le muscle tuning, qui montre que l'arche médiale va avoir deux rôles, deux caractéristiques. D'abord, de stocker restitution de l'énergie élastique, c'est-à-dire on a un pied qui n'est pas plat, donc qui va jouer un peu un rôle de ressort, mais aussi un rôle protecteur d'absorption des ondes de choc. Et effectivement, la répartition sous le pied et ce rôle absolument essentiel de la voûte plantaire, il est à la fois dans un but d'optimisation de la performance, pour celui qui veut performer, et dans un but de prévention des blessures. Et en ce sens-là, toujours sur le principe sur lequel on est d'accord, qu'on va se désadapter. Si je soutiens mon arche tout le temps, au bout d'un moment, je vais rendre les muscles intrinsèques plus faibles. Mais de là à dire qu'on a besoin, quel que soit le type de coureur, de ne plus avoir aucun soutien de l'arche, j'en sais rien, mais ça me semble aller un peu vite. Dans mes recommandations cliniques aux clients, aux patients, c'est que si il est habitué à une grosse chaussure, il n'est pas blessé et il ne veut pas nécessairement améliorer ses performances, parce que ça peut quand même valoir la peine d'aller vers du plus minimaliste, je lui recommande de ne pas changer de chaussure vers du minimaliste. Parce que pendant cette transition, il va courir après le risque de se blesser plus. Alors, il ne faut pas juste aller vers le minimalisme parce que c'est la mode, mais les recommandations qu'on va vous faire, que je vais vous faire tout à l'heure, sont basées sur les données probantes, je le dis haut et fort, sur la science disponible actuellement, pour structurer des guides cliniques qui vont pouvoir orienter les praticiens, cliniciens, coachs et vendeurs de chaussures. Il y a les deux messieurs là qui voulaient parler justement. D'abord vous, voilà. Merci. Alors pour ma part, j'ai couru beaucoup en maximaliste. J'ai eu des soucis de genoux. Mon objectif n'est pas vraiment d'augmenter mes performances, mais plus les distances. Je suis un coureur d'ultra trail, ou plutôt j'essaye de l'être. Et puis, à force d'avoir de plus en plus de blessures, je me suis mis au minimalisme, mais pas sur les ultra trails, uniquement dans de l'entraînement, dans une logique de renforcement. Et l'impression que j'ai eue, c'est que ça m'a fait changer un petit peu ma course, que j'ai plus une attaque pointe, alors qu'avant j'avais plutôt une attaque talon. Mais le problème que j'ai, c'est que quand je vais partir pour 15 ou 20 heures de course, je ne vais pas tenir mon attaque pointe sur mes 15 ou 20 heures de course. Au bout d'un moment, il y a une fatigue qui va se faire, j'aurai l'impression de m'écraser. Alors la question, c'est m'entraîner en minimaliste, oui, mais pour l'ultra-trail, pour la longue course, est-ce qu'il faut repasser en maximaliste alors que j'ai fait une grosse part de mon entraînement en minimalisme? Alors, moi, je suis un novice en ultra-trail. J'ai fait mon premier de 65 km avec 2000 D+. C'est rien du tout à comparer de certains ici qui courent beaucoup plus. Mais moi, je me pose la question, si on s'est habitué à une chaussure, est-ce que tu es vraiment protégé à avoir une chaussure plus maximaliste, même en état de fatigue? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un bon processus, je pense, d'avoir moins de chaussures pour se solidifier et essayer de repousser nos états de fatigue, parce que si on se protège toujours, ils vont arriver de plus en plus tôt. Si on stimule le corps, on peut espérer qu'ils arrivent de plus en plus tard. Écoutez, moi, je connais des personnes qui font des ultras, qui changent de chaussures à la fin, qui commencent en minimaliste New Balance Minimus Trail et qui finissent avec des Hoka, en état de fatigue descendant. Alors, pourquoi pas? Mais moi, je pense que si on fait ça, il faut aussi s'habituer à la Hoka ou à la grosse chaussure parce qu'elle va induire des biomécaniques auxquelles vous ne serez pas adapté. Moi, en faisant mon 65, je n'ai jamais changé de type de chaussure. Et moi, je pense qu'on peut s'adapter à du plus long et que c'est une question, encore une fois, personnelle et en lien avec la capacité d'adaptation et vos antécédents de chaussage. Grégoire, là, je pense que tu as pas mal de choses à dire. Oui, parce qu'on a fait des études justement sur de l'ultra, en particulier aussi sur des aspects de fatigue neuromusculaire et d'adaptation de la mécanique de course. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on soit en minimaliste ou en maximaliste, sous l'effet de la fatigue, on va avoir une adaptation de sa foulée qui va dans le sens d'essayer de réduire les douleurs, ce qu'on appelle dans notre jargon les afférences nociceptives. Pour ça, donc, on va augmenter la fréquence de foulée, la cadence. Je crois que Blaise va en parler après. Donc, puisqu'on augmente la cadence, on va réduire l'impact sur chaque foulée. C'est de l'ordre, par exemple, sur une course qui fait 160 km, le Tour du Mont Blanc, c'est de l'ordre de 7% d'augmentation de la cadence. On teste évidemment à la même vitesse. Ça se traduit aussi par des oscillations du centre de masse, le fait de courir avec des oscillations verticales qui vont être aussi très sérieusement réduites.
Donc on va aller vers une foulée qui ne sera pas nécessairement plus économique d'un point de vue énergétique, mais qui clairement là visera à réduire les douleurs en cheville et en genou. Par contre, sur des distances encore plus longues, on s'est aussi amusé à comparer sur des distances de plus de 300 km, ben on se rend compte qu'il y a une composante anticipatrice. C'est-à-dire, dès la mi-course, au 150e kilomètre, on a déjà modifié sa foulée de façon à réduire les douleurs, alors qu'on n'a pas encore un niveau de fatigue musculaire important qui est apparu. Et c'est sur la deuxième partie de l'épreuve, on va maintenir sa cadence, on va maintenir sa technique de course, et là, la fatigue musculaire va croître. Donc je crois que j'avais fait un commentaire juste avant en disant qu'en fonction des épreuves, des vitesses et des distances, il y a vraiment des adaptations neuromusculaires, techniques, qui sont très différentes. Il y a vraiment des modifications en termes de répartition des forces sous le pied qui sont différentes. Et de ce point de vue-là, donc, je crois que la problématique, elle n'est pas simplement maximaliste, minimaliste. En plus, on voit bien dans ton continuum que le minimalisme, il n'existe pas vraiment. Prime, c'est d'abord la capacité d'adaptation. Effectivement, j'avais aussi acheté des Hoka, qui sont des chaussures oversize, avec l'idée que c'est très confortable. Et puis, sur une course de 300 km, il peut y avoir des parcours, il peut y avoir des portions qui sont en faux plat descendant, où on se dit, là, on va simplement laisser rouler. Et lorsque j'ai porté ce genre de chaussures, 300 mètres après, je me suis blessé. Mais ce n'est pas la chaussure en tant que telle. C'est le fait que je m'étais adapté, évidemment, je l'avais porté avant. J'ai beau être scientifique, je suis quand même pas complètement idiot. Donc je l'avais porté avant, mais je l'avais pas porté dans les conditions qui sont les conditions de qualité de pied, d'arche et ainsi de suite de ce moment-là. Et donc ça induit une blessure. Alors concrètement, avec une chaussure qui concrètement, je crois qu'il faut garder à peu près la même chaussure. Il faut prévoir des tailles un peu plus grandes parce qu'on peut avoir des mécanismes de type œdème en lien à l'inflammation. Donc on peut avoir les chevilles, les pieds qui gonflent. Mais je ne suis pas d'avis de nécessairement jouer comme j'ai essayé de le faire la première fois sur le type de chaussure. Je serais plutôt d'essayer de prendre un modèle qui nous va bien, plutôt avec un drop. Voilà, sur les autres éléments, on est assez d'accord. Un drop assez faible, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses semelles, et puis de s'y tenir. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait des données scientifiques sur l'activation des chaînes musculaires entre les chaussures minimalistes et maximalistes. Chaîne antérieure, chaîne postérieure. Est-ce qu'il y a un changement? Parce que là, on parle beaucoup des points de pression, on parle du stress mécanique, mais... Étant donné qu'on est en dorsiflexion beaucoup plus marquée avec des chaussures maximalistes, effectivement, la contribution, si on fait une mesure de l'activation du muscle de l'EMG, on va observer des différences. Et donc la fatigue aussi neuromusculaire induite entre les dorsiflexeurs, le tibialis antérieur et les fléchisseurs plantaires, les muscles du mollet, vraisemblablement va aussi différer. Mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été réellement mesuré avec des techniques de neurostimulation ou de TMS. Je ne crois pas que ça a été fait. Mais effectivement, on sait qu'il y a des différences énormes. Il y a un travail qui est sorti qui montre aussi qu'il y a des différences énormes selon que l'on soit en montée ou en descente, puisqu'on parlait de trail. Pourquoi la plupart des fabricants continuent à mettre un drop dans la chaussure? Je pense qu'on a les moyens d'avoir une chaussure qui soit avec un drop nul et garder un certain amorti, parce que je ne connais aucun architecte qui construit une maison en mettant directement une pente. La notion de drop me paraît aberrante, si ce n'est au départ en voulant mettre un amorti, parce qu'on est obligé de mettre l'amorti sous le talon, mais là on aurait les moyens de mettre des chaussures plates avec les autres caractéristiques. Pourquoi on continue à le faire? Bon, on essaie de le réduire, mais... Alors, je ne sais pas si tu sais, on travaille sur des drops de 13 à 6 mm en général. Donc, les chaussures maximalistes, c'est plutôt 10 à 13 mm, je dirais. Et puis après, on est à 8 ou à 6 pour ce qui nous est le minimaliste. 6, c'est souvent dans les chaussures de compétition. On met du 6 mm sur des athlètes qui sont entraînés, qui en général font de la compétition. On met ce drop parce que simplement le fait d'avoir le pied beaucoup plus en avant facilite en fait pour le coureur lambda le mouvement de la course à pied. Ça, c'est la raison principale. Une raison qui est sans fondement et qui n'a aucune valeur.